Nous sommes au château des Ducs de Bretagne, hein, où se situe le musée d'histoire de Nantes. Et derrière moi, vous voyez le bâtiment qu'on appelle le bâtiment du harnachement, dans lequel nous faisons nos expositions. Et où nous avons une exposition consacrée à Gengis Khan et à l'Empire mongol, avec le sous-titre que nous avons donné à ce projet-là, Comment les Mongols ont changé le monde. Nous avons engagé ce projet il y a déjà très longtemps, puisque ça fait 6 ans que nous travaillons sur ce projet. Dans un premier temps, nous avons collaboré avec un musée en Mongolie intérieure, mais malheureusement, nous avons été confrontés à une censure chinoise, puisque le gouvernement chinois nous a demandé de ne pas utiliser le mot Gengis Khan, de ne pas utiliser le mot Empire mongol, de ne pas utiliser le mot dynastie Han, voulait contrôler toutes nos cartes et a fini par nous imposer un synopsis qu'on a jugé irrecevable. Donc on a recomposé ce projet en travaillant notamment avec le gouvernement de Mongolie qui s'est proposé justement à venir nous aider. Et puis après, nous avons continué notre travail avec les musées européens, notamment les musées français, pour lesquels nous avons demandé des prêts assez importants d'objets assez spectaculaires. Le principe de l'exposition, c'est de faire une démonstration. Et cette démonstration, elle est simple, c'est de faire comprendre que finalement, l'idée et la représentation qu'on a du monde mongol et de Gengis Khan, c'est une représentation fausse. Bien sûr que c'est un grand empire qui va s'affirmer par les conquêtes, c'est une évidence. Bien sûr que ces conquêtes vont se faire dans la violence. Mais généralement, en Occident, on a uniquement cette histoire-là en mémoire. Alors qu'en fait, cette histoire, elle est beaucoup plus complexe et que l'empire que Gengis Khan va mettre en place va être un empire d'une extraordinaire richesse politique, économique, culturelle. L'empire de Gengis Khan, il faut imaginer, c'est un empire qui occupe 22% des terres connues et occupées par l'humanité, au plus fort de l'empire. Donc montrer cette mondialisation, montrer aussi une thématique très importante, celle de la tolérance religieuse. Je la trouve assez impressionnante de sérénité, de quiétude et de force qui émane de cette statue. J'étais déjà venu visiter l'exposition et je la revois ce soir et je suis à chaque fois bluffé. C'est la représentation d'un bodhisattva. Un bodhisattva, c'est quelqu'un qui, dans la religion bouddhique, a atteint un état qui lui permettrait d'aller au nirvana, mais qui renonce à cela pour aider les êtres humains à atteindre le même état de sagesse que lui et à atteindre justement le nirvana. Le visage est très apaisé. Si vous regardez les traits, il y a quelque chose qui est à la fois de l'ordre de la méditation et de l'éveil. On est entre l'éveil et le songe, et quelque chose de très intériorisé aussi. Donc ça, c'est vraiment un élément très fort de l'art bouddhique. Et puis, un autre thème, je suis devant une vitrine qui le montre, c'est la place des femmes dans la société mongole. Cette place des femmes m'a beaucoup surprise, moi, personnellement. Je n'imaginais pas, en fait, que les femmes dans l'Empire mongol pouvaient avoir une importance à ce point-là. Donc elles sont très importantes politiquement. On est ici devant une vitrine qui évoque la Khatoun, l'épouse du Khan. Elles sont aussi très importantes économiquement. Elles peuvent avoir leur propre maison de commerce. Elles peuvent diriger leurs propres affaires. Elles sont importantes dans le monde de la guerre. Il y a des femmes guerrières. Et elles sont aussi très importante dans le monde spirituel puisque les femmes peuvent être chamanes. Donc vous voyez, c'est un univers de pouvoir très divers en fait, à une époque où dans le monde occidental et notamment en France, la situation n'est pas du tout la même. Je trouve que ces femmes sont merveilleuses, ces impératrices, ces princesses mongoles. Elles sont belles, elles sont parées, très féminines déjà pour l'époque. C'est hyper émouvant de voir ces femmes ici, avec nous. J'ai l'impression qu'elles sont là, qu'on partage quelque chose. Ici, ce que l'on a notamment, c'est la représentation de 2 femmes. Et l'épouse de Kubilai, qui a été un empereur extrêmement important, petit-fils de Gengis Khan, c'est la personne que vous voyez ici sur la gauche. Et son nom, Chabi, est un nom qui est resté. C'était une personne qui avait véritablement un rôle politique important auprès de son mari. La femme n'est pas moins représentée ou pas moins bien représentée. Et puis vous voyez les parures qu'elle porte, qu'il
la distingue. Alors le fait qu'elle ait sur la tête cette grande coiffe assez étonnante pour nous et assez complexe, je l'ai découvert très récemment parce qu'on m'a expliqué le sens de cela. Eh bien c'est que tout simplement quand on porte ce type de coiffe, on est obligé de rester droite. On ne peut pas s'incliner, voyez-vous, parce que sinon votre coiffe elle va tomber. Et donc cette posture fait que ce sont les autres qui vont s'incliner devant vous. C'est l'équivalent de la couronne d'une certaine manière chez nous. Vous ne pouvez pas baisser la tête quand vous portez une couronne. Moi, je suis déjà étonné de voir la qualité de ces poteries, quoi. C'est assez étonnant. On voit les mimiques des gens, les visages, et c'est assez impressionnant que des pièces aussi anciennes soient aussi parlantes. De se dire que c'était dans la terre il n'y a pas longtemps, parce que je me dis quelqu'un l'a sorti de terre, l'a eu entre les mains. C'est assez bizarre de voir ça dans cette perspective-là. Ce qui est intéressant dans cette vitrine qui montre la tombe de Chorumum Bagar, c'est que cette tombe a été trouvée en 2011, donc c'est tout à fait récent, et le fruit d'un travail archéologique aussi très intéressant, puisqu'au départ les Japonais ont travaillé, puis les Mongols ont travaillé, et aujourd'hui l'archéologie mongole arrive à maturité, et il y a un programme de fouilles d'une très grande richesse aujourd'hui et demain, dans les années à venir. On a des objets présentés dans d'autres vitrines qui ont été découverts il y a moins de 2 ans. Donc l'intérêt de présenter des objets comme ceci, ça témoigne aussi de la vitalité de l'archéologie mongole et de la restitution au public d'un patrimoine que le public découvre.